Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 11 dans l'extrême peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le market order flow en recherche de forts achats avec de gros murs sur Binance et Coinbase jusqu'à 12,2 millions à 29 600 $. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zappy Zapette. Nous sommes sur le graphique du CME, ici avec une théorie sur les vagues d'Elliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021, retracement A, B, C. Le B a pris justement la liquidité du haut de la 3, donc on a fait une extension. La C a fait une extension aussi au niveau de la A, donc on est plutôt bien parti pour finir la 4, pour pouvoir ensuite faire une 5 d'extension. 5 on n'oublie pas, c'est une petite vague qui aura un nouvel ATH, possiblement deux nouveaux ATH, mais ça reste quand même une petite vague. Au niveau de la schématique en elle-même, on a comblé une partie du gap CME, on a encore une partie du gap en bas, donc on sait que les gaps sont amenés à être justement comblés à un moment donné, et on a laissé lors de cette chute de l'UST, cette accélération baissière énorme, nous avons laissé un gap haussier au niveau des 34-35 000, où on ira à un moment donné les combler. Ensuite, la grande question qu'on se pose, c'est où on s'arrête. On s'arrête, est-ce qu'on va aller chercher notamment la zone des 18 000, 20 000, ou est-ce qu'on va aller plus bas chercher la zone des 10 000, 13 000? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Donc c'est très difficile parce que c'est très volatile, et plus en fait il y a de moins en moins d'ordres qui sont partagés, notamment sur les échangeurs, plus la volatilité se réduit, et en fait plus le range en fait se produit, tout simplement. Mais je peux comprendre que ce soit frustrant, parce que je l'ai vu pas mal sur le Discord aujourd'hui. Vous avez en fait, c'est toujours très compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais c'est psychologiquement difficile à accepter. En réalité, vous avez des bas de range très forts. Derrière ça galère un peu, on essaie de restructurer, il y a des mèches, etc. C'est difficile de se positionner, vous n'avez aucune structure, le truc qui part, et derrière il re-range, et puis d'un coup ça galère, et une seule bougie en 4 heures qui permet de tout réavaler. Vous avez la même chose ici, c'est difficile, ça galère. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bougies, et derrière, en une bougie en 4 heures, tout est ravalé. Pourquoi ? En fait c'est très simple, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière. Donc dès que ça revient en haut de range, jusqu'à preuve du contraire, l'objectif c'est de le vendre, puisque vous aurez potentiellement plus de vendeurs en haut de ce range que d'acheteurs en bas de ce range, puisque la finalité, entre guillemets, de cette pattern, c'est d'aller casser vers le bas, ni plus ni moins. Pourquoi ? Parce que la dynamique et la tendance est votre amie, la tendance est baissière, jusqu'à preuve du contraire, en daily et en weekly. Donc c'est pour ça que c'est toujours un petit peu frustré, un petit peu pénible. Dès lors, si vous êtes acheteur, si vous voulez acheter ce marché, vous êtes soit range trader, soit trader de tendance. Et vous achetez donc les breakouts. Mais il faudra vraiment attendre les breakouts. Ça veut dire que ici, ça galère. Les vendeurs de range vont vendre ici. Et puis d'un coup, ça va faire comme un espèce de bouchon de champagne. Et pourquoi pas aller chercher cette target des 34 000 $. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas à acheter ces hauts de range, parce que c'est ce que je vois beaucoup en réalité. On achète les hauts de range parce qu'on attend ce breakout et on le sent et on sait que ça va arriver, mais finalement on se fait réavaler en l'espace de 10 secondes, donc c'est très difficile psychologiquement à accepter. Et ici on a tendance à vendre parce qu'on dit ça y est, c'est baissier donc ça va vendre. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? En fait on vend les bas de range et on achète les hauts de range. C'est exactement l'exact contraire qu'il faut faire. Ok ? Néanmoins, on a une action du prix quand même qui commence à tendre dans peut-être quelque chose de bullish. Et je dis bien peut-être, encore une fois, c'est pas assuré, ok ? C'est du peut-être exclusivement. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment casser les 31 400, mais on voit au moins que le flux baissier, comme je l'avais dit hier, commence à s'estomper sur les assets à risque. D'ailleurs, depuis la chute du dollar index, ça je vais l'avoir ici, l'argent va où ? Dans les risk-off. Donc en gros, dans les bonds, dans l'or et dans le yen. Pas encore beaucoup dans les assets à risque, donc type Bitcoin, parce qu'on n'a pas de reprise haussière, le S&P 500, il n'y a pas de reprise haussière. Non plus sur l'or, le bonds, franchement l'or c'est un simple rebond. Encore les bonds, petit W, donc à voir que ça peut donner quelque chose par la suite. Mais en tout cas, on voit que ce ralentissement du dollar index est plutôt favorable au risk-off, donc plutôt à ce qu'on peut appeler des assets type refuge, entre guillemets. Plutôt ça pour l'or, ok ? Là où les risk-on sont plutôt des actions, des indices, les cryptos, et on voit que pour l'instant c'est pas privilégié. Un élément qui pourrait justement permettre à la smart money de réengager du risque dans les assets à risque, c'est quoi ? C'est une baisse de l'inflation.
Possiblement, ça c'est ce que je pense au fond de ma tête. Après, je sais pas ce que pense le marché, bien évidemment, ou ce que va pricer le marché. Mais ce que je vois, par exemple, c'est du côté de l'inflation, on a possiblement trouvé notre pic lors des précédents chiffres. Actuellement, c'est ce que me dit mon spread de bonds, donc on devrait normalement voir l'inflation ralentir, possiblement. On sera toujours dans un environnement inflationniste, ok, mais en gros, on était à, je sais pas, 8% et quelques. Peut-être qu'on va diminuer légèrement, on était à 8,3. Ça se trouve, les prochains chiffres, ce sera 8, 8,1. Et donc, on va noter justement un petit ralentissement de l'inflation. Et ça, peut-être que les marchés vont bien le prendre. Et si on commence à rentrer dans cette dynamique, oui, ce qu'on a mis en place, donc la hausse des taux, le resserrement monétaire, ça va commencer à contrôler l'inflation. Ça, le marché peut bien le prendre. Et donc, on peut retrouver des flux de capitaux dans les assets à risque, ce qui pourrait déclencher des retracements. Ok ? Donc, à surveiller les prochains chiffres de l'inflation qui pourraient être l'élément déclencheur d'un rallye potentiellement aussi. Donc, il nous partage un graphique que je pense être très pertinent, qui nous montre donc sa prédiction pour le Bitcoin par rapport à son analyse. Donc, on voit un peu de Wyckoff, on voit des trendlines, on voit des zones de support clés. Et là, qui nous dirait que donc sur cette année 2022, on irait franchir le palier des 58 000 $. Décembre 2022 pour ensuite, pour 2024, tout simplement aller chercher les 160 000 $, juste avant l'halving. Donc voilà sa vision par rapport à un tweet qu'il a fait. Donc je souhaitais vraiment vous montrer un autre angle, tout simplement, parce que moi, c'est pas du tout ma vision. Ma vision, je vous l'ai déjà partagée. Elle est bearish pour le Bitcoin. Donc voilà. Voilà ce que certaines personnes voient sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Il faut avoir une vision un petit peu plus ouverte. Donc je pense que ça peut être sympa si vous êtes plutôt orienté bullish. En fait, le truc à comprendre, c'est que tous les crashs précédents, et je vais mettre ça non en log et je vais rester en auto, tous les crashs précédents, quand on revient en fait sur ceci, on fait des corrections qui ont au moins été chercher les 76,4% de Fibonacci. Mais au moins. Donc ici, je l'étends et on va regarder. On était chercher les quasi 85,4% de Fibonacci pour le crash d'année ici 2018-2019. D'accord ? Là, c'est pour cette année-là. Maintenant, où est-ce qu'on en est ? On est sur un crash qui est ridicule. Enfin, je suis désolé de le dire, mais voilà. Enfin, on va regarder à combien on est. Et puis après, on va exprimer le chiffre par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Pour le moment, on a une correction qui a été chercher les 61,8% de Fibonacci. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça, c'est le plus faible. Le plus faible des crashs, pour le moment connu, a été fait aux alentours des 76,4. Je vais vous le montrer, on va aller dessus. Ici, c'est toujours pas le cas ici. Là, on est sur un crash qui a été ultra fort également. Hop, on va prendre ça. Hop, de cette manière-là, on va là-bas tout en bas. On est sur un crash qui a été cherché de nouveau les 85,4. Je suis sur le crash juste avant celui de 2018-2019. Je suis sur le crash de 2014-2015. D'accord ? Donc juste avant. Il n'y a pas eu beaucoup d'halving. Le BTC, il est tout jeune. Il a que 12 ans. Donc j'ai pas beaucoup de crash à vous montrer. D'accord ? Donc il y en a un, deux majeurs et le troisième juste avant qu'on va regarder ensemble. Bien entendu. Hop, on retourne là en dessous, là avant. Hop, je me remets en automatique. Ah oui, non, d'ailleurs, il y en a eu 3 ultra puissants. Celui-ci aussi, j'avais oublié, je vais vous montrer. Celui-ci, d'ailleurs, hop, en année de 2011-2012, d'accord ? Crash de 90%. Bonjour le crash, d'accord ? Donc ça, c'était pas une blague. Et ouais, ce fameux crash alors de seulement, et je suis désolé, de seulement 76,4. Il est un peu après, il est là. Et là, on peut parler d'un crash qui a été assez court, il est vrai, mais d'un crash tout de même, parce qu'on a quand même retrouvé cette correction, et je parle de ça. Vous voyez mon indication ici avec mon curseur de 76,4. Et là, on a été chercher 76,4, même un peu plus. C'est-à-dire que pour le moment, la correction que l'on a, c'est un crash qui aurait été exceptionnellement faible sur le BTC. C'est pas ce qu'on retrouve. C'est pas ce qu'on retrouve habituellement. Et il faut en avoir conscience. Donc ici, je vais retourner là-bas en haut. Et si on devait retrouver juste un crash qui allait retrouver exceptionnellement que les 76,4, ça nous mettrait quel prix ici devant nos yeux. Hop, on va regarder. Hop, j'ai pas cliqué. Hop, de cette façon-ci. Ça ferait un prix qui irait rechercher les 16 000 $, d'accord ? Et il faudra avoir conscience que c'est un des crashs les plus faibles vus historiquement. On va commencer avec un graphique mensuel et des moyennes mobiles. Alors on a en rose la moyenne mobile, la EMA 21, donc moyenne mobile exponentielle 21. Ensuite on a en orange la moyenne mobile 50. Et pour finir, la moyenne mobile 100, mais qui a que très très peu d'historique, donc elle ne va pas trop nous servir. Donc nous, ce qui nous importe, c'est les deux premières moyennes mobiles. Donc je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre aujourd'hui parce qu'il y a quand même des nouveaux sur la chaîne. Les deux précédents bear market, il s'est passé quoi ? On a cassé cette fameuse EMA 21 et on est revenu chercher la MA 50 et on a trouvé du bottom sur la MA 50. Donc là, on a fait une petite mèche, voilà, une très légère mèche en dessous, là une grosse mèche en dessous, mais grosso modo, en clôture, on a réussi à tenir cette moyenne mobile.
Ici, on est revenu chercher, on a cassé encore une fois la EMA 21, on est revenu chercher parfaitement la MA 50 et ce coup-ci, on n'a pas fait de mèche en dessous. Ensuite, au Covid, en mars 2020, pareil, on a cassé cette fameuse EMA 21 et une fois de plus, on est revenu chercher cette MA 50 avec une mèche en dessous, mais grosso modo, on n'a pas clôturé en dessous de cette moyenne mobile. Voilà, donc à nouveau, ce mois-ci, on casse la EMA 21. Donc, si on devait faire comme les deux précédents bear market, ça voudrait dire qu'on irait rechercher cette fameuse cette fameuse MA 50, donc environ aux 20 800 $, voire avec une petite mèche en dessous, parce que de toute façon, il y a de très peu de chances qu'on aille chercher les 20 000 $ et qu'on s'arrête aux 20 000 $. Alors, après, effectivement, si on met bien, voilà, elle est légèrement plus haut, elle est plus aux 21 400 $. Donc, vous savez, en plus, c'est la grosse target que je vous avais donné depuis plus d'un an, les 21-22 000 $, tout simplement parce qu'il y a des grosses confluences vers ces niveaux. Malheureusement, on a vu que les semaines passées, il y a de plus en plus de monde qui regarde ces niveaux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement, hop, on a là MA200 en weekly qui a joué rôle de support dans les précédents bear market, donc qui se situe aux 22 000 $. Le dollar index, on avait dit que dès qu'on casserait vraiment cette ligne-là, on pourrait avoir un retracement assez notable vraiment sur ce dollar index à partir de la cassure, donc en direction de la MA 50, d'accord, la MA 50 ici en daily, qui ne doit absolument pas lâcher, d'accord, donc on peut voir vraiment cette MA 50 ici qui fait quand même support de multiples fois. Donc voilà, si on veut vraiment remonter un petit peu sur le dollar index, donc cette MA 50 ne doit pas lâcher. Donc en l'état, je vous cache pas que c'est quand même pas très beau. Donc voilà, on avait vu vraiment la petite divergence après avoir recherché comment dire, les objectifs hauts sur les 104, presque 105 $ sur le dollar index. Et maintenant, toute la problématique se passe vraiment sur cette MA 50, à savoir est-ce qu'elle va tenir pour pouvoir donner le rebond, ou alors est-ce qu'elle va lâcher pour donner vraiment un plus gros retracement sur cet indice du dollar. On passe maintenant sur le weekly avec un autre fait notable, donc le dollar index vraiment sur le weekly a recassé vraiment cette ligne ici qu'on n'aurait pas voulu vraiment comment dire, ne pas casser tout de suite. On aurait bien aimé rebondir tout de suite et repartir vers le haut. C'est vraiment ce qu'on vient de montrer un petit peu sur le daily et toute la problématique, d'accord. Donc est-ce que c'est grave en l'état? Non, pour l'instant non, parce qu'on est toujours dans le canal RSI et qu'on n'a toujours pas cassé vraiment la ligne basse. Si on venait à casser donc la ligne basse du RSI avec croisement du MACD ici en weekly, on pourrait avoir des objectifs un petit peu plus bas sur le RSI vraiment à ce niveau-là, et on pourrait, je pense, retracer assez lourdement, d'accord, sur le dollar index. Le marché, il y a trois manières de le voir. Il y a une analyse haussière, une analyse baissière et une analyse de stagnation. Il y a trois analyses. Et peu importe ce que je te dis, mon avis ou quoi, enregistre que ce que tu as envie d'enregistrer. Prends les infos d'un tel, prends les infos de l'autre. Il y a des gens qui vont dire non, Bitcoin c'est bearish, ça va partir à la casse aux 20 000 $. Il y en a d'autres comme moi qui te diront 34 000 $. Il y en a d'autres qui te diront bah non, ça va être stagnant pendant 3 mois. Voilà, donc tu peux regarder n'importe quel spécialiste dans le domaine dans l'analyse technique, il te donnera l'opinion qu'il aura envie de te donner. Moi je te partage la mienne, maintenant à toi de te forger la tienne. Et ça c'est très important. L'élément qui va décider est-ce qu'on est en bull run ou est-ce qu'on est en bear market. C'est l'élément, l'indicateur technique qui ne s'est jamais trompé, qui a 0 taux d'erreur pour l'instant. Est-ce qu'il va enfin se tromper pour une fois? Peut-être, pourquoi pas. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est l'indicateur qui n'a jamais fait d'erreur. Alors, on va faire très simplement, on va simplifier l'affichage pour que les choses soient claires. On va laisser juste le seul indicateur qui est la Kijun mensuelle. Et je vais passer ici en vue droite pour voir que les weekly et les clôtures mensuelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que à chaque fois que nous avions cassé, regardez ici, c'était pendant le mois d'avril 2013, on a cassé, et après la cassure, allez, je préfère passer en bougie, et qu'est-ce qui se passe? Une fois cassé, depuis la cassure, depuis la clôture, pardon, et non pas la cassure, c'est que le 30 ou le 31 du mois, qu'est-ce qu'on a après? Et là, on a eu droit à 48,93% de chute, quasiment 50% de chute. Attention, pas depuis la cassure, mais depuis la clôture, depuis le dernier jour du mois. On a eu droit à une chute de 48% qui a duré 1, 2, 3 mois pour pouvoir clôturer après. On a dû attendre
après, jusqu'à mars 2014. Et en mars 2014 aussi, vous voyez qu'au moment où nous avions terminé le mois qui était déjà au-dessous de la Kijun, nous avons eu droit à une chute de 38% qui était, je crois, la chute la plus faible qu'on a eue dans l'histoire. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a chuté, on est revenu tester la Kijun mensuelle, et puis on a eu une grosse chute. Du coup, si on considère tout cela comme une chute, on va dire qu'on a eu une chute de 72%. Si on ne considère pas tout cela comme une chute, on va dire qu'on a chuté 38%. On est revenu vers le haut, clôturé au-dessus, qui est très bien. Et puis on est revenu encore clôturé au-dessous. Et au moment où on a clôturé au-dessous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le voyez tout seul. On a eu droit à un bear market qui a duré de juillet 2014 jusqu'à marquer le top en août 2015. On a eu aussi une annonce d'une baisse de près de 16% des ventes de logements neufs aux États-Unis. Alors ça montre vraiment que on est dans une situation économique tendue, on a l'inflation, on a peut-être une perte de pouvoir d'achat, et quand on a une chute des logements neufs de près de 16%, ça veut dire que les gens sont inquiets pour l'avenir. Et donc, ils ne se projettent pas. Vous prenez pas d'autant plus aux États-Unis, vous prenez pas un emprunt sur 15, 20, 25, 30, 35 ans. Ça peut monter jusqu'à 35 ans. Si vous êtes inquiet de votre avenir. Donc, c'est ça qui est particulièrement important à voir. Et là, du coup, on avait Pierre Persson qui avait fait passer l'amendement qui dit tant que vous restez de crypto à crypto, c'est défiscalisé. Enfin, c'est pas défiscalisé, mais c'est non fiscalisé. Voilà. Et le problème, c'est que du coup, quid des revenus, genre staking, est-ce que c'est crypto? Alors, aujourd'hui, donc, quand Pierre Persson bossait avec d'autres députés sur le sujet, ça n'existait pas trop. Donc, ils ne sont pas vraiment penchés sur le sujet et ce n'était pas prioritaire à l'époque. Et donc aujourd'hui, le texte de loi dit, c'est absurde, mais si tout ce qui est revenu de stacking, ça devrait être déclaré en bénéfices non commerciaux. Tout ce qui est revenu de produits dérivés, lending, margin trade et autres, effet de levier ou short, ça devrait être enregistré régime des instruments financiers, formulaire 2074. En gros, on est en train de se dire là, il y a 3 régimes fiscaux, il y a 3 formulaires complètement différents, on doit suivre chacune des opérations et à chaque fois, ça aurait un impact dans le calcul de plus-value. Autant dire que c'est... Et là, tu as 22 ans, tu t'es amusé toute l'année avec 3000 balles à essayer tous les machins, et là, tu es en sueur. Et là tu dis, je vais mourir. Non, mais surtout, c'est ça, ce régime, cette situation, elle est absurde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, s'il y avait quelques dizaines de personnes qui étaient dans cette situation, bon, ce ne serait pas très grave. Mais en fait, là, ce que je décris, c'est quand même le cas de dizaines, de centaines de milliers de Français. On parlait de 5 millions de Français détiennent des crypto-monnaies, c'est sûr qu'aujourd'hui, donc c'est pas du tout marginal. 3-4. Combien de clients chez Waltio? Aujourd'hui, c'est plus de 6000 clients. Ouais, donc déjà rien que toi, qui est une société de 12 personnes, donc c'est une belle boîte, mais c'est pas une multinationale. Tu as déjà 6000 clients, donc il y a énormément plus de gens qui opèrent sur tout ça, quoi. C'est pas une image quand tu dis ils sont plusieurs dizaines de milliers. Voilà, c'est cohérent, quoi. Ça fait transpirer, ça fait vraiment transpirer beaucoup de monde le mois de mai dans la crypto, quoi. Ouais, exactement. Parlons maintenant de la nouvelle que je vous annonçais sur le Bitcoin, sur le marché crypto. Ça nous vient de Eric Balchunas, c'est un senior analyste ETF chez Bloomberg. Donc c'est pas n'importe qui. Et en fait, ils viennent de publier quelque chose côté Bloomberg sur le fait que FTX, donc l'exchange FTX, vient de faire une proposition à la CFTC. Donc c'est l'autorité, c'est une sorte d'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Et en fait, ils ont fait une proposition d'une sorte de nouvelle plateforme, on va dire, de trading qui permettrait d'avoir un marché spot du Bitcoin régulé aux États-Unis, et tout ça, ça va permettre en fait l'autorisation par la SEC d'un ETF Bitcoin. L'ETF Bitcoin Spot, je parle pas de l'ETF Bitcoin contrat futur. Les contrats futurs, c'est des contrats à terme qui sont négociés sur l'anticipation du prix du Bitcoin à une valeur donnée. Là, le marché spot, c'est vraiment le marché tel qu'on le connaît du Bitcoin, où on achète et on vend le token vraiment du Bitcoin. Et là, ce que ça va permettre en fait à la SEC d'autoriser cela, parce que jusqu'à maintenant, l'une des raisons principales pour laquelle la SEC a refusé les ETF
autour du marché spot du Bitcoin, c'est parce qu'il n'y avait pas de plateforme régulée pour acheter et vendre du Bitcoin sur le marché spot. Donc c'est un point central pour l'autorisation. C'est pas quelque chose qui va se faire au cours de la prochaine semaine ou du prochain mois, on est sur du long terme. FTX vient à peine de faire la proposition. Maintenant, il faut que la CFTC approuve cette proposition, que FTX ensuite mette en place tout ça. Et une fois que ça sera fait, il faudra qu'il y ait d'autres demandes d'autorisation de TF Bitcoin. Et là, on pourra voir comment la SEC va réagir. C'est toujours au bon vouloir de la SEC qui refuse jusqu'à maintenant pour un certain nombre de raisons, dont celle que je viens de citer, l'apparition d'un Bitcoin ETF associé au marché spot. Le jour où ça va arriver, je pense que ça va entraîner vraiment beaucoup plus d'utilisateurs et d'investisseurs américains qui pourront investir facilement sur le Bitcoin sans passer forcément par des plateformes de crypto-monnaie. Ils pourront directement, depuis l'équivalent de leur PEA ou autre, investir facilement sur ces ETF du Bitcoin, et ça ramènera du coup beaucoup d'argent frais, on va dire, sur le marché, un peu comme l'introduction de l'ETF de l'or a vraiment participé aussi à l'envolée de l'or. On débute les actualités du mardi avec eBay qui adopte définitivement les NFT. En effet, on savait déjà que la société s'intéressait au paiement en crypto, et on savait aussi qu'elle proposait d'intégrer des NFT à un catalogue d'objets de collection, mais jusque-là il n'y avait pas de réelle adoption des cryptos ni des NFT. Et aujourd'hui, eBay a fini par sauter le pas en proposant une série de NFT qui est destinée, d'après leurs propos, aux non-crypto natifs. Et cette série est proposée en partenariat avec la plateforme NFT OneOff, et elle propose l'achat de NFT à l'effigie de Wayne Gretzky, qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de hockey sur glace. Et la collection comporte 612 NFT avec différents niveaux de rareté, et les prix vont de 10 à 1500 $. À savoir que les plus rares ont déjà été vendus, et la société a déclaré qu'il y aura d'autres collections à venir. Et donc avec cette collection de NFT pour les non-crypto natifs, on peut voir que eBay souhaite détacher l'image des NFT du secteur crypto qui est encore considéré par une partie de la population comme purement spéculatif et sans utilité, à l'instar de notre présidente de la Banque Centrale Européenne. Je suis tombé sur cet article de Bein Crypto et j'ai voulu partager ça avec vous. Une école du métaverse qui va s'ouvrir en France. Cette école, elle est ouverte par l'entrepreneur Ridwan Abagri. Ça doit ouvrir à l'automne prochain, donc à la rentrée. Et là, l'idée, c'est que les étudiants dans cette nouvelle école du métaverse pourront y apprendre les métiers liés au futur monde virtuel et donc former des talents pour le Web 3. Donc lui, il a déclaré, Ridwan Abagri, dès lors que Meta a commencé à investir dans le métaverse, il lui a semblé important que la France puisse se positionner comme pionnière dans la formation à des métiers liés au monde virtuel. Et donc il a ouvert le Metaverse College. Donc ça ouvrira en octobre prochain dans le quartier de la Défense. Alors ce sera pas donné comme formation non plus, ça ira de 6 500 à 10 000 € par an. Et l'objectif de ce Metaverse College, c'est de permettre à la France aussi de vivre les instants clés du développement d'un truc énorme, comme au début en fait du développement de l'internet, pour former très tôt et être dès le départ à la pointe. On a vu que le FMI cherchait à ralentir l'adoption des cryptos et de Bitcoin dans le monde en forçant les gouvernements à imposer des restrictions anti-crypto dans certains pays comme l'Argentine. On a vu que le business model du FMI était non pas d'apporter la stabilité et de réduire la pauvreté dans le monde, mais plutôt d'exporter l'inflation du dollar américain et de mettre des pays déjà en difficulté encore plus en difficulté, avec comme principale conséquence, malheureusement, l'asservissement et l'appauvrissement des pays qui finissent par se retrouver sous son contrôle. On a vu aussi pourquoi le FMI ainsi que d'autres institutions avaient intérêt à voir Bitcoin échouer, parce que si Bitcoin n'échoue pas, c'est leur existence même qui est en jeu, puisque Bitcoin risque de rendre obsolète une grande partie de ce que ces institutions représentent. Et enfin, on a vu que pour les populations et les pays en difficulté, Bitcoin représente une sorte de bouée de sauvetage, une porte de sortie qui pourrait leur rendre leur souveraineté. D'ailleurs, le 17 mai, dans un meeting qui, a posteriori, sera peut-être vu comme un événement historique, 44 représentants d'institutions financières, principalement de petits pays d'Afrique et d'Amérique latine, se sont réunis au El Salvador pour discuter de l'inclusion financière et des avantages que Bitcoin pourrait apporter à leur pays. Ce genre d'événement nous laisse présager que de nombreux pays se préparent peut-être enfin à se libérer du contrôle du FMI et que l'hyper-bitcoinisation pourrait commencer à s'accélérer très bientôt. C'est-à-dire être purement spéculateur. Mais ça n'est pas absurde de temps en temps d'être spéculateur. Par exemple, avec les actifs russes qui ont chuté de 50%, si moi j'avais des possibilités de l'acheter, j'achèterais tout de suite des actifs russes.
Oui, bah, je peux t'en parler. Moi, j'en ai acheté quand ça fait moins 50 et maintenant, c'est gelé. Voilà, c'est gelé. Moi, je te les rachète si tu veux. Moi, c'est quand Alors, ils sont gelés, ça c'est le problème. Mais tu sais qu'intrinsèquement, ils ont une valeur bien supérieure. Oui, c'est ça, donc ça me fait rigoler. Mais, c'est ça. Mais si ça se dégèle un jour, mon ETF. Bien sûr, il va être multiplié par 2, bien sûr. Mais bien sûr. Ouais. Donc là, par exemple, la spéculation sur ces actifs n'a rien d'absurde d'un point de vue intellectuel. Si tu peux avoir un accès à des obligations russes ou à des actifs russes en roubles, écoute, c'est formidable. C'est-à-dire que, d'un point de vue purement d'investissement, spéculatif, on ne parle pas des questions morales, qu'on soit pour ou contre, c'est pas la question. En termes de chiffres. En termes de chiffres et de spéculation financière, c'est évident. Ils sont totalement décotés par rapport à leur valeur intrinsèque. Et en parlant d'avenir, on a la Centrafrique qui prépare le futur de son économie. Bon, tout d'abord, comme Blue savait déjà, le pays a adopté le Bitcoin comme monnaie légale il y a bientôt 1 mois, et suite à cette adoption, le FMI a bien sûr fait pression sur le pays en les mettant en garde des risques liés à cette adoption. Et aujourd'hui, on voit que le gouvernement du pays n'a pas trop prêté attention au FMI, car on apprend que le pays va lancer une initiative qui se nomme Sandgo Project, et dont le but est de créer un pôle d'attraction pour les entreprises crypto, et également d'accélérer l'adoption des cryptos. Mais il ne s'arrête pas là, car il souhaite également créer une île crypto qui serait a priori construite en plein milieu d'un fleuve, comme vous pouvez le voir à l'écran, et qui sera le premier centre d'affaires lié aux cryptos. Et en gros, leur objectif est de construire un genre de Wall Street pour la crypto, et donc on voit que sur le même modèle que Dubaï, la Centrafrique souhaite proposer des avantages aux entreprises qui viendront s'installer dans le pays pour au final profiter de la croissance de l'écosystème crypto et blockchain, et ainsi devenir la capitale crypto sur le continent africain. On va parler d'un tweet de Grégory Raymond qui nous montre en fait que la Banque Centrale Européenne vient de publier une étude qui nous révèle en fait que 10% des ménages européens ont investi dans la crypto-monnaie. Donc c'est à travers 6 grands pays de la zone euro. On a aussi la répartition que j'ai trouvé très intéressante sur combien d'argent les divers personnes ont dans la crypto. Et en fait, ce qu'on peut noter, c'est que il y a la majorité, ou une écrasante majorité, qui ont en dessous de 5 000 €. Et on retrouve à peine, on va dire, 6% des gens qui ont plus de 30 000 €. Donc ça permet aussi de se situer un peu par rapport aux détenteurs de crypto-monnaies. Donc où vous êtes un peu dans ce cadre. Dites-vous que s'il y a 10% des gens qui ont de la crypto et que vous faites partie des, je sais pas moi, ceux qui ont entre 9 000 et 45 000 €, vous êtes déjà dans les 13% des 10%, donc à peu près 1% des personnes dans toute l'Europe qui ont de la crypto. Donc ça vous montre un peu où vous vous situez par rapport au reste des personnes concernant vos actifs en crypto-monnaie. Prenons l'exemple de Ledger, leur hard wallet prend une forme un peu de clé USB, si je peux dire, et ce portefeuille matériel a pour unique fonction de sécuriser et de sauvegarder votre clé privée hors ligne. C'est-à-dire que vos cryptos seront hors d'atteinte, conservés directement dans la blockchain et donc non connectés à Internet. Personne ne pourra vous les voler à distance, comme c'est le cas dans les hot wallets ou les soft wallets. Vous avez l'exemple de MetaMask. Beaucoup d'entre vous se font vider leur portefeuille via MetaMask, tout simplement car MetaMask est connecté à Internet et que du coup, il est beaucoup plus facile d'accès. Maintenant, déballons la clé. Alors, je l'ai avec moi et je vais la déballer. D'après une étude sur les Move to Earn réalisée aux États-Unis, 80% des Américains seraient prêts à faire du sport contre des récompenses en crypto-monnaie. L'étude montre que 61% seraient prêts à faire du sport 5 jours par semaine pendant 1 an en échange de Bitcoin ou d'Ethereum. 47% de ces personnes seraient d'ailleurs prêtes à faire du vélo contre 39% pour ceux qui seraient prêts à courir. Alors qu'en dites-vous? Dites-moi dans les commentaires, quel sport seriez-vous prêt à faire pour gagner des crypto-monnaies? J'attends vos réponses et vos Move to Earn préférés. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.